SummerSlam 2024, débriefons ce pay-per-view tout de suite, c'est incroyable. Peut-être pay-per-view de l'année, peut-être pay-per-view du siècle, peut-être pay-per-view du millénaire. C'était exceptionnel, Heatwave Exit, c'était trop bien. Premier match de la soirée, match d'ouverture de ce SummerSlam 2024, le deuxième Big Four de l'année. Ça fait 4. Le deuxième Big Four de l'année, SummerSlam 2024, match d'ouverture. Liv Morgan qui défendait son titre de championne du monde contre Rhea Ripley, accompagné de Dominic Mysterio. Le Liv Morgan Revenge Tour a commencé il y a maintenant plusieurs mois, depuis avant King et Queen of the Ring. L'attente de ce match était, je pense, l'une des plus grosses. Il y avait quand même aussi Gunther, Damian Priest, il y avait aussi Drew McIntyre, CM Punk, il y avait aussi Solo Sikoa, Cody Rhodes. Bon, alors, c'était un match très attendu, comme tous les matchs de cette soirée. Le storytelling était trop bien, le in-ring était vraiment trop cool. Rhea Ripley, son premier match depuis son retour, donc depuis sa grosse blessure à l'épaule, au lendemain de WrestleMania. La performance était au rendez-vous et l'écriture était vraiment réussie. Rhea Ripley domine sans équivoque, sans difficulté, sans aucun problème. Liv Morgan se fait envoyer à droite, à gauche, en haut, en bas. Ces soirées-là, elle se fait exploser dans tous les sens, puisqu'effectivement, on le sait, mamie, Rhea Ripley, malgré la blessure, elle reste extrêmement dominante, ça reste l'une des femmes les plus fortes de la WWE, si ce n'est la plus forte de la WWE avec Bianca Belair. Elle est intouchable, elle est imprenable. C'est pour ça d'ailleurs que quand elle était championne, elle bloquait la division féminine de Raw. C'est pour ça que personnellement j'ai détesté le run de Rhea Ripley, mais j'ai rien contre Rhea Ripley. Du coup forcément, elle commence le match, elle détruit Liv Morgan, elle l'envoie en extérieur du ring, elle la tape, elle lèche Dominic Mysterio, elle fait un riptide contre le coin, elle domine totalement Liv Morgan au début du match. Le momentum va changer à partir du moment où elle tente un riptide sur Liv Morgan. Elle réussit à se faufiler derrière elle. Liv Morgan n'arrive pas à voir le jour, elle arrive seulement à essayer de survivre jusqu'à ce qu'elle envoie Rhea Ripley dans le coin du ring. L'épaule de Rhea Ripley se déboîte et du coup c'était un work puisqu'effectivement on a l'impression que l'épaule de Rhea Ripley est vraiment déboîtée, genre... Ah, faut que j'arrête de faire ça. Comme je viens de le faire là, je sais pas si ça s'est vu. Non. Et là, c'est exceptionnel. À partir de là, le match est rééquilibré. Puisqu'effectivement, on le voit, dans un match normal, Liv Morgan se ferait exploser. Et c'est logique. Et il fallait le montrer. Mamie reste mamie. Même si elle revient de blessure, mamie est mamie. Et malgré tout, Liv Morgan, même si tu es bien plus intéressante maintenant que tu l'étais il y a quelques temps, notamment au niveau de ton in-ring, puisque l'acting, tu l'as beaucoup amélioré aussi, tu restes à des années-lumière du niveau de Rhea Ripley. Il fallait donc un élément déclencheur, et l'élément déclencheur, c'est le déboîtage de l'épaule de la blessure de Rhea Ripley dans le coin du ring. Et là, Liv Morgan commence à reprendre le momentum. Là, Liv Morgan commence à pouvoir imposer son rythme. Là, Rhea Ripley est réellement en difficulté. Mais quelle grande Rhea Ripley! La blessure de Rhea Ripley aura permis de faire encore plus briller le personnage de Mamie qui va traverser l'adversité, qui va traverser cette blessure à travers tout le match, et qui va quand même réussir à dominer. Le moment fort, à ce moment-là, reste quand même quand elle s'envoie dans la table des commentateurs, bam, pour se remboîter l'épaule. Mais genre, mais comme une sauvage, hein. Comme une sauvage, elle saute dans la table des commentateurs, pouf, pouf, pouf. Ok, exceptionnel, dramaturgie exceptionnelle, elle se remboîte l'épaule, le match continue, un poil plus équilibré quand même, puisque Liv Morgan a repris le momentum depuis la blessure de Rhea Ripley, enfin après l'avoir envoyé dans le poteau, elle l'envoie dans les escaliers, voilà, elle s'amuse beaucoup, Liv Morgan. Le selling de Rhea Ripley d'ailleurs, magnifique. Hein. Comme toujours, Rhea Ripley, son selling est exceptionnel. C'est une petite parenthèse, mais magnifique. Et là, il y a un élément déclencheur. Autre. Rhea Ripley commence à péter les plombs, va chercher une chaise et veut taper Liv Morgan avec cette chaise. Et c'est là que Dirty Dom, Dominic Mysterio, mon gars, que je dis qu'il va rester fidèle à Mamie jusqu'au bout parce qu'il aime sincèrement Mamie. Au moment où cette dernière s'apprête à taper avec la chaise, Dom Dom attrape la chaise et lui fait « Mamie, non! Si tu utilises la chaise, tu vas être disqualifié. » « Ma, pourquoi je prends l'accent du don? On n'est pas un NXT. »« Ma mamie, si tu prends la chaise, tu vas être disqualifié. Arrête. Ma, il faut arrêter. » Et là, Rhea Ripley, elle lui dit « Oui, c'est vrai, t'as raison. Faut pas que j'utilise la chaise. T'as raison. » Elle se retourne. Dom Dom fait le tour du ring. Il renvoie la chaise dans le ring au pied de Rhea Ripley. Il attrape l'arbitre pour faire diversion. Sauf qu'en fait, la chaise n'était pas pour Rhea Ripley, mais pour Liv Morgan. Dom Dom se tourne vers Liv Morgan et lui fait « Vas-y, utilise, tape avec la chaise. » Liv Morgan arrive. Oblivion sur la chaise. 1, 2, 3. Victoire de Liv Morgan. Vous pouvez le voir sur les TikTok. React de SummerSlam. J'étais J'étais persuadé que Dominic Mysterio resterait fidèle avec Mamie et qu'on allait avoir Finn Balor, Liv Morgan et JD contre Dom Dom, qui allait face turn et prendre les plus grosses pops de sa vie. Damian et Mamie. Rhea Ripley. Pas du tout. Un heel
vient de heel turn. Dominic Mysterio, qui est déjà un heel, a heel turn dans ce match. Un heel qui heel turn. On est sur une première historique. Et c'est génial. C'était inattendu. C'était choquant. Du coup, on a Dom Dom qui finalement succombe au charme de Liv Morgan, alors qu'on le sait. Certes, Liv Morgan a bien traité Dom Dom. Elle lui a offert des chicken tenders, des chicken niggies. Elle lui a offert une PS5. Elle l'a aidé à battre son père. Elle a aidé à récupérer les titres par équipe dans le JD. Elle a été vraiment gentille avec Dom Dom. Très provocatrice, mais extrêmement gentille avec Dom Dom et bienveillante envers Dom Dom. Ce que Rhea Ripley n'a jamais réellement été. Sauf qu'on le sait, Liv Morgan Revenge Tour, il y a une part d'hypocrisie dans ce qu'elle a fait. C'était pour s'attirer justement les fureurs de Rhea Ripley qu'elle a voulu attirer Dom Dom dans ses filets. Et Dom Dom a choisi le bien-être hypocrite à l'amour un peu vache mais honnête. Et ça annonce pour la suite ce que je prévois depuis des mois, depuis le lendemain de King of the Ring, le soir même où Dom Dom a voulu empêcher Liv Morgan de conserver le titre contre Becky Lynch dans la cage et que Finn Balor et JD sont intervenus pour empêcher Dominic Mysterio d'intervenir. Depuis ce jour-là, je l'annonce, Liv Morgan et Finn Balor travaillent ensemble. Mais à aucun moment, j'avais soupçonné que Dominic Mysterio allait succomber à Liv Morgan. Premier match magnifique. Le storytelling était génial. Et on se quitte avec cette image de Dom Dom qui embrasse Liv Morgan, qui repart avec elle sur la rampe d'entrance, qui sort le finger fuck oh yeah à la foule, et qui part avec Liv Morgan sous le bras. Rhea Ripley est énervée, en pleurs, et bordel, mouille-toi la nuque, Liv Morgan. Deuxième match de la soirée. Braun Breaker qui est là pour prendre sa revanche de Money in the Bank. Money in the Bank était un scandale, un vol. Braun Breaker s'est fait arnaquer à Money in the Bank. Il a perdu en Hell of a Kick parce qu'il a beaucoup trop sous-estimé Sami Zayn. C'est comme ça qu'ils nous ont justifié le fait que Braun Breaker se fasse humilier, même si je l'ai encore en travers de la gorge. La justification est entendable. Il est là pour se venger ce soir. Il a passé un message depuis sa défaite à Money in the Bank. Il a tout fait pour détruire Sami Zayn, etc. Mais on se rappelle que ce lundi à Raw, juste avant SummerSlam, le Go Home Show, comme on l'appelle, le dernier show avant un pay-per-view, Sami Zayn a eu le dessus sur Braun Breaker très facilement. Et est-ce que Braun Breaker n'aurait pas fait exprès pour donner une surconfiance à Sami Zayn? Et pourquoi je pense que c'était le cas? Parce que Sami Zayn s'est fait molester dans ce match. Le match était peut-être le match le moins intéressant in-ring de la soirée, mais c'était une volonté totalement logique et compréhensible, puisque l'idée était de montrer que Sami Zayn était très confiant dans ce match, et du coup, moins alerte qu'à Money in the Bank, là où Braun Breaker, lui, était beaucoup plus alerte et beaucoup moins vaniteux qu'avant Money in the Bank. Il s'est fait surprendre une première fois par Sami Zayn, il se fera pas surprendre deux fois par Sami Zayn. Et dans ce match-là, on en a eu la preuve, où Braun Breaker a réussi à esquiver un Hell of a Kick out of nowhere, juste après, il plaque Sami Zayn dans le coin, il court de l'autre côté, il se retourne et là il esquive le Hell of a Kick. Il avait étudié son adversaire, il l'a senti venir, et dans ce match-là, Sami Zayn s'est fait tabasser. Ça reste Sami Zayn, ça reste un mec qui a de la résilience, qui a de la force, il a pas voulu abandonner. Plusieurs fois, Breaker lui disait « Oui, t'abandonnes, reste à terre, bouffon !» Sami Zayn n'a pas voulu abandonner, mais il ne s'est pas pris un, mais deux spears. Et le deuxième spear, à travers les cordes, qui ont mis fin au règne de Sami Zayn, et ce qui permet le couronnement d'un méga de ma génération de NXT. Vous savez à quel point j'aime NXT, vous connaissez la propagande de NXT, et vous savez que pour moi, la plus belle génération NXT, c'est celle de 2023, du PC 2021, mais qui a évolué en 2022-2023 et qui continue encore d'évoluer aujourd'hui. Ça, c'est ma génération de NXT. Et le premier couronné de cette génération en main roster, Braun Breaker qui prend le titre intercontinental sur Sami. C'est extrêmement mérité, Braun Breaker a un talent incroyable. Il y a d'ailleurs un extrait de après-match où il rejoint Triple H dans les vestiaires, il lui fait « Viens ici, viens me faire un câlin à Triple H !» Il attrape Triple H, il lui fait « Alors, t'as aimé, t'es fier et tout ?» Et Triple H, il lui dit « J'espère que toi, tu kiffes. » C'était un feel-good moment. J'ai c'était très rapide quand même, mais j'ai un de mes gars de NXT qui est couronné en main roster, le Braun, qui est parti prendre ce titre intercontinental. Et c'est bien pour Braun Breaker, et c'est très bien pour Sami Zayn, puisque Sami Zayn peut aller là où est sa réelle place, dans la main event picture. Elle a affronté des mecs comme Drew McIntyre, affronté des mecs comme Seth Rollins, comme CM Punk, comme Damian Priest, comme Finn Balor, comme Gunther, et qu'il arrête d'être dans cette putain de mid-card. Parce que oui, Sami Zayn, tu n'es plus un underdog, tu as 88 ans, tu n'es plus un underdog, arrête avec ça, et va chercher ton dû, qui est le titre de champion du monde poids lourd. Match numéro 3, Logan Paul qui défend son titre des États-Unis contre L.A. Knight. Yeah. Je vais pas y aller par quatre chemins. Gunther, Damian est mon match de la soirée. Mais celui-là, c'est mon match coup de cœur.
LA Knight, Logan Paul, le match était vraiment trop bien. On sait que LA Knight en a marre de Logan Paul. Il l'a poursuivi pendant des semaines. Il a fait rivalité tout seul, LA Knight, pendant des semaines, vu que Logan Paul ne venait pas à SmackDown. Pendant des semaines, LA Knight était seul à faire des rivalités seuls. Ils nous ont créé des moments très intéressants et très cool et très mythiques, j'ai envie de dire, dans cette rivalité. Quand Logan Paul rentre chez lui à Los Angeles et qu'il a son valet qui lui dit mec, y a ton pote qui s'appelle LA qui est dans la piscine, et t'as LA Knight, il est dans la piscine comme ça, dans une bouée, avec Logan Paul, et qui lui dit ah, j'ai sorti du champagne de ta cave, j'espère que ça te dérange pas, mais d'ailleurs je vais y aller, parce que je t'attendais, et même ici tu te pointes pas, et j'ai envie de pisser, je vais peut-être pisser dans ta piscine, mais tu sais quoi, je vais partir avant que ça dégénère, merci de garder mon titre au chaud, on se revoit plus tard, je me casse, magnifique. Le segment, le face-à-face qu'ils ont eu, la signature de contrat où Logan Paul prend le dessus sur la promo avec LA Knight, où il ressort la promo de l'année dernière, quand LA Knight il lui fait « Et ça c'est un plan, et si tu suis les instructions, tu trouveras la direction, tu peux te carrer toutes tes bottles de Prime, yeah !» Et Logan Paul qui a refait la même en disant à LA Knight « Et si tu suis les directions que je suis en train de dessiner sur ton contrat, c'est là que tu pourras mettre tous tes rêves de devenir champion un jour, yeah !» Logan Paul, putain, mais sois là plus souvent. Tu es un être humain misérable, mais tu es un talent exceptionnel, pourquoi tu n'es pas là plus souvent? Et ce match était fou, le in-ring était fou. Je me tue à le répéter, mais LA Knight, dans la maîtrise de son catch in-ring catch gimmick, il est parfait. Il est parfait. À chaque match, il trouve des nouvelles offenses et des nouvelles defenses pour s'adapter à son adversaire. Là, dans ce match-là, il nous a fait, puisque le match commence sur les chapeaux de roue, LA Knight fait son entrance, pop, intergalactique, il casse la voiture Prime de Logan Paul, qu'il a volé la veille à SmackDown, il rentre, pop intergalactique, LA Knight, LA Knight, LA Knight, du coup Logan Paul supporte pas, il attaque LA Knight au moment où il monte sur les cordes pour faire son fameux sur les cordes, sauf que du coup Logan Paul il arrive, il l'attaque. Le match ne commence donc pas. Combat en dehors du ring, grosse violence, gros momentum pris par LA Knight, et surtout il a le dernier mot de cet échange. Lorsqu'il attrape Logan Paul, il le met en torture rack sur les épaules, sur la table des commentateurs, et son neckbreaker, bam, la table explose pas. La table explose pas d'ailleurs. Boum, il s'éclate sur le sol, et là le match commence. Et tu te dis avec un overbooking comme ça au début, où Logan Paul commence avec déjà un assaut à travers la table des commentateurs, en tout cas sur la table des commentateurs, tu te dis bon bah c'est foutu pour le garçon. Logan Paul il va pas faire long feu, match incroyable. Le match était long, le match était bien. Le springboard moonsault de Logan Paul en dehors du ring est peut-être le plus beau springboard moonsault que j'ai vu de ma vie. Et LA Knight qui monte sur le deuxième coin, puis sur le troisième coin, et qui nous fait une descente à la oh yeah, Randy Macho Man Savage, descente du coude, représentant Slim Jim lui aussi. Il y a eu de l'overbooking, LA Knight qui attrape les mecs de Impulsive du podcast de Logan Paul, il les attrape par le callback comme ça, il les fait passer par-dessus la barricade. Il commence à leur mettre des coups de pied, yeah, c'était incroyable. La foule était en demi-teinte dans ce SummerSlam, mais elle a quand même su répondre sur LA Knight. LA Knight a une connexion naturelle avec la foule, j'aime trop ce mec, je vais pas vous sortir mon tatouage qui est juste là de LA Knight parce que j'ai le suite et ça va pas être pratique à montrer, mais j'étais tellement stressé pendant le match les gars, à un moment, vous pouvez aller voir les réactions sur TikTok de nouveau, le lien de mon TikTok est en description du profil. Pendant le match, j'étais là, j'ai bu un coup, j'ai failli vomir tellement je stressais. J'étais trop en stress pour LA Knight, je voulais absolument qu'il gagne ce match et qu'il nous libère de la prise d'otage que Logan Paul fait avec le titre des États-Unis depuis plus de 300 jours. Oui, Logan Paul, tu as un talent incroyable, mais tu n'es jamais là que 2 défenses de titre en presque 300 jours. C'est pas suffisant. Quand tu es là, tu es parfait, mais tu es pas là assez souvent pour que ton règne soit intéressant, malheureusement. Et c'est dommage parce que Logan Paul est un excellent talent, et moi j'aime beaucoup Logan Paul dans le ring, j'aime beaucoup Logan Paul au micro. S'il était là toutes les semaines, je le mets facilement dans le top 5 des talents WWE, et ça me fait mal de le dire, hein, mais c'est le cas, tu vois, faut savoir rester lucide. LA Knight qui survit à un coup de poing de Logan Paul, qui est son finisher. À la fin, il se prend un coup de poing américain, carrément. Normalement, c'était censé être l'arbitre qui voit tout. L'arbitre asiatique de la WWE, c'est l'arbitre qui voit tout. C'est l'arbitre omniscient qui réussit à tout repérer. Vous vous souvenez, Kevin Owens avec le poing américain Royal Rumble, c'est lui. Les Rob Reck sortis out of nowhere, c'est lui qui les voit à chaque fois. Bon, là, il a pas vu du coup. Mais LA Knight se prend le coup de poing américain. Il titube. Logan Paul attrape la corde. Buckshot 450 lariat. S'apprête à mettre son lariat. Et là, LA Knight esquive, il retourne. BFT. Et on se dégage pas d'un BFT. Logan Paul perd enfin ce titre. LA Knight, US Champ, yeah! Magnifique. LA Knight qui récupère le titre des États-Unis, son premier titre à la WWE majeur en dehors de NXT où il avait pris le titre $1 million. Oui, c'est la mid-card, mais on sait que c'est un main eventer, LA Knight. Il est construit très très fort. Il est construit d'autant plus fort maintenant
puisqu'il a survécu à un coup de poing américain, il a survécu à une patate, il a survécu à tous les assauts de Logan Paul, il est construit encore plus fort, je ne vois pas qui peut aller chercher LA Knight, je vous mens pas, mais c'est pas grave, il va remettre un peu d'honneur sur le titre des États-Unis, et honnêtement, j'attends beaucoup du règne de LA Knight. J'attends de voir la suite, mais ce que j'attends, j'ai dit j'attends 40 fois, j'espère qu'il aura un règne un peu à la Damian Priest, qui dure 4-5 mois, pas forcément 1 an, 2 ans, même si j'aimerais qu'il aille battre tous les records de ce titre-là, je vous mens pas. Mais même s'il garde le titre 4 mois, je m'attends à 4 mois beaux, de belles rivalités, où tout ce qui se passe soit intéressant, que ce soit au micro, que ce soit in-ring, puisqu'on sait que les Night in-ring, c'est irréprochable. Irréprochable, c'est un des mecs les plus safe du business. D'ailleurs, sur le Springboard Moonsault de Logan Paul, quand il le rattrape, Logan Paul atterrit un peu mal tout de suite. LA Knight va le voir pour lui demander si ça va bien et tout. C'est un des mecs les plus safe du business, LA Knight. Toutes ses prises sont portées de manière à ce que son adversaire subisse le moins de dégâts. Lui fait très attention aux prises qu'il porte pour lui aussi pouvoir continuer à faire du catch pendant très longtemps. 20 ans de carrière, pas une blessure majeure pour LA Knight. Il a peut-être encore 20 ans de catch dans les jambes, c'est une folie. Ce titre US en tout cas, et avoir un run majeur et de référence sur cette mid-card de SmackDown avant d'évoluer sur la Main Event Picture, dont on sait c'est sa place, mais vu que c'est son premier titre à la WWE, c'est pas choquant que ce soit un titre mid-card. Putain, il est champion les gars. Depuis NXT, j'attends que ce mec arrive en main roster pour tout péter, ils nous ont fait Max Dupri, il revient de tellement loin, et là il prend le titre, il nous libère de cette prise d'otage de Logan Paul, et le match était trop bien, le booking était trop bien, il mérite tellement, j'aime tellement LA Knight, c'est la passion. Damian Priest, LA Knight, Dragunov, c'est dans mon cœur, je les aime trop ces trois gars. With everybody saying US champ. Yeah. Match suivant, le deuxième match féminin de la soirée, quatrième match, Nia Jax qui essaye d'aller récupérer le titre de Bayley, championne de la WWE. Là pareil, vous connaissez mon projet Nia Jax. Vous connaissez à quel point j'aime Nia Jax, je le dis tout le temps, mon top 3 féminine de la WWE en main roster, à égalité, Tiffany Stratton, Nia Jax et Chelsea Green. Nia Jax, depuis son retour, est irréprochable, n'en déplaise aux haineux, n'en déplaise aux gens qui sont coincés dans le passé, et n'en déplaise aux gens pas objectifs. Mais aujourd'hui, Nia Jax, il n'y a pas une chose qu'on peut lui reprocher. Tous ses matchs sont très cool, avec son physique et du coup ce qu'on lui demande de proposer. Toutes ses promos sont réussies et sont minutieusement précises et extrêmement percutantes. Elle a une hit naturelle, elle est facilement détestable, mais elle travaille. Elle se tue au travail. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, elle est récompensée puisque Nia Jax a battu Bayley dans un très bon match. Très lent au début, mais très bon match pour préparer la construction. Nia Jax devient champion de la WWE. C'est la fin du règne de Bayley. On n'en retiendra pas grand chose du règne de Bayley, honnêtement. Elle a eu des rivalités fonction, elle n'a pas eu de vraies rivalités. Excellent match pour récupérer le titre à WrestleMania, mais tout ce qu'elle en a fait après, c'était pas très intéressant. Sa rivalité la plus intéressante, c'était ici Nia Jax, qui, moi déjà de base, Nia Jax devait prendre le titre sur Rhea Ripley à Elimination Chamber, mais ça c'est une autre histoire. Mais là, le match était très très cool, on voit très rapidement Nia Jax utiliser de sa force et de sa puissance pour attaquer Bayley. Elle la manipule. Franchement, Bayley a pas vraiment vu le jour dans ce match. Elle a tenté quelques assauts. Elle a fait des Bayley to Bayley sur Nia Jax qui s'en dégage. Excellent spot de Bayley qui fait un powerbomb sur Nia Jax depuis qui était sur le coin du ring. Elle attrape Nia Jax et elle l'emmène jusqu'au milieu du ring avec difficulté. Mais elle réussit à la traîner jusqu'au milieu du ring pour un powerbomb. Nia Jax s'est dégagée de plein de choses. Ce spot était fou. Elle a tenté des nouvelles choses aussi, Nia. Rolling senton sur une Bayley au sol. Elle a essayé un leg drop du haut de la 3e corde. Mais il y a eu un petit peu d'overbooking qui était prévu. Ça aussi, vous pouvez aller voir mes pronostics. Je l'avais annoncé, c'était beaucoup trop tôt pour un cash-in de Tiffany Stratton. Il faut d'abord construire cette amitié entre Nia Jax et Tiffany Stratton sur le long terme. Et aider Nia Jax à gagner ce soir aura été très très fort pour Tiffany Stratton, puisque du coup, elle arrive, elle fait semblant de cash-in, diversion. Nia Jax réussit à attraper Bayley, non pas un, mais deux annihilators sur Bayley qui s'était déjà dégagé d'un premier plus tôt dans le match. Et un, et deux. Nia Jax, elle est comme ça, championne, elle l'écrase et elle prend le titre. J'étais très heureux, c'est mérité. Et du coup, cette amitié, Nia Jax qui donne la mallette à Tiffy, c'était un faux cash-in pour l'aider, justement, Nia Jax à prendre ce titre. Ce que j'ai envie de voir pour la suite, c'est une Nia et une Tiffy avec une amitié qui monte, une Nia Jax qui, au fur et à mesure, on sent qu'elle manipule Tiffy en fait, parce que justement, si elle a accepté l'amitié de Tiffany Stratton, c'est juste par rapport à la mallette, comme ça, elle
Elle garde la mallette sous les yeux, quitte à ce qu'elle manipule Tiffany Stratton pour la pousser à essayer de cash in sur Liv Morgan de l'autre côté. Quitte à pousser Tiffany Stratton à pourquoi pas essayer d'aller cash in à NXT, qu'elle réussisse pas, on est d'accord, mais une Nia Jax qui essaye d'éloigner Tiffy de son titre à elle, pourquoi pas un run de championne par équipe, comme l'a proposé Mouyou, mon modérateur sur Twitch, pourquoi pas un run de championne par équipe des deux, pour montrer que Nia Jax, elle veut vraiment gratter l'amitié avec Tiffy, et qu'une fois qu'il perd des titres par équipe, pourquoi pas Nia qui commence un peu trop à pointer du doigt Tiffy, et Tiffy qui se dit, mais en fait, c'est peut-être pas réellement ma copine, peut-être qu'elle fait juste ça pour éviter que je cash in sur elle, et comme ça on aura une Nia un peu tyran qui abuse de Tiffy, et le jour où Tiffy elle cash in, méga, giga, ultra, maxi pop, face turn de fou, elle prend le titre sur Nia Jax, même si ça, ce que je vous dis là, ça dure sur 3 mois, hein, pas besoin d'un ring super long, ça peut être très très cool pour installer Tiffy, on aura une Nia Jax bien énervante, bien relou, qui est à la fois queen et championne. J'ai beaucoup aimé ce match, j'ai beaucoup aimé le storytelling autour de ce match. Les spots étaient cool, hein, vraiment, les Samoan Drop en dehors du ring aussi, Samoan Drop dans le ring, c'était vraiment très sympa. Bayley maintenant, elle peut retourner à NXT pour s'amuser, elle peut aller faire des rivalités contre Stephanie Vaquer, contre Julia, elle peut aider les jeunes de NXT. Bayley n'a pas besoin de tourner autour du titre, elle vient d'avoir 2 ans excellents dans Damage Control où elle a mis en avant plein de personnes, elle a conclu ça par un règne de championne. Merci Bayley, je l'installe vraiment à la table des plus grandes de tous les temps personnellement. Merci pour les travaux, il est temps de laisser un petit peu tourner la main event picture de SmackDown, et avec Nia Jax, Michin et Tiffany Stratton qui sont maintenant dans cette main event picture, ce n'est que des nouvelles têtes. Moi ça me va, je suis très content de ce qu'on a eu, ce match était très très cool, on peut passer à la suite. Queen Nia, 5e match de la soirée, celui qui était peut-être l'un des matchs les plus attendus. Drew McIntyre contre CM Punk. Yeah. Mauvaise gimmick. Et en arbitre spécial, Seth freaking Rollins. Ce match était parfait, du début à la fin. À mes yeux, il fallait absolument que Drew McIntyre gagne, puisqu'une victoire de Punk ne lui apporterait rien ici. Punk gagne, et la suite. Ok, il a battu Drew, super. Du coup, on a encore un Drew qui perd encore, alors qu'il se fait arnaquer depuis le mois de janvier par CM Punk. On est d'accord, il le cherche, mais quand même, c'est Drew qui se fait arnaquer par CM Punk depuis le mois de janvier. On a encore un Drew qui perd en 1 contre 1. Ça aurait été trop néfaste pour Drew. On sait pas ce qu'il aurait fait, il aurait encore plus pété les plombs, c'est bon, il a déjà pas mal pété les plombs. Spoiler, Drew a gagné ce match. Mais le storytelling et le in-ring étaient parfaits. 2 mecs qui font de la bagarre, ils sont pas là pour faire de la technique, ils sont là pour en découdre et pour la violence. Et l'ajout de Seth Rollins dans ce match, j'étais pas fan à la base, mais ça a été fait extrêmement intelligemment. Je pensais que Seth Rollins allait être celui qui allait sortir victorieux de ce match, eh bien pas du tout. Seth Rollins est sorti la queue entre les jambes de ce match, puisqu'à la fin il prendra un GTS de CM Punk, parce que CM Punk laissera sa haine l'aveugler, au point d'oublier McIntyre qui va lui mettre un 2e Claymore et qui gagnera le match. Au début, on a un Seth Rollins qui prend les choses un peu à la légère. Il rigole, il ferme les yeux. On a CM Punk qui est en train de taper Drew contre les escaliers. Il dit à Seth Rollins, tu vas dire quelque chose? Rollins, il fait, j'ai rien vu, je fais mes lacets. Il fait ses lacets, il continue pour le frapper contre les escaliers. Il ferme les yeux pour les deux, pour Punk, pour Drew. Mais ça, c'est au début du match. Et à partir du moment où Drew veut utiliser une chaise et il dit à Seth Rollins, écoute mec, t'en as envie tout autant que moi. Toi aussi, tu sais que ce mec-là, il est mauvais pour le business. Toi aussi que ce mec-là, tu sais que c'est un cancer, tu sais qu'il est pas bon pour nous. Tu m'aimes peut-être pas, mais c'est lui le vrai ennemi, c'est lui le vrai problème. Laisse-moi utiliser ma chaise. Rollins recule. Et crise de conscience, il attrape la chaise de McIntyre. Et j'ai beaucoup aimé ce twist dans le personnage de Rollins à ce moment-là. Parce que Rollins, à partir de ce moment-là, refusera que les 2 hommes aient recours à des techniques de salopard comme il pouvait les laisser faire au début, et il veut que les choses se règlent réellement. Il veut que le conflit soit réellement réglé. Et j'ai trouvé ça très très fort dans le personnage de Rollins, puisque on a une espèce de crise de conscience pendant le match, qui éloigne encore plus la théorie du heel-turn de Rollins, qui se dit, faut qu'ils règlent les choses ces deux-là. Parce que tant qu'ils n'auront pas réglé les choses ces deux-là, moi je pourrais pas régler mes problèmes avec CM Punk. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Puisqu'on le sait, Rollins n'a pas autant de haine de Punk que de Drew McIntyre, malgré ce qu'il pouvait dire, soyons honnêtes. Et j'ai beaucoup aimé ce dilemme. Mais on a Drew McIntyre qui va repousser les limites, en sortant le bracelet de CM Punk où il y a le nom de Jelly et du chien dessus. Et ça, Rollins, il va être moyennement fan. Puisque du coup, ça a poussé CM Punk dans ses retranchements. D'ailleurs, CM Punk a pris des bumps énormes dans ce match, qui a fait un très très bon match. Je rappelle qu'il n'avait pas eu de match solo depuis 1 an, depuis All In. Mon match préféré de All In, d'ailleurs, enfin pour moi le meilleur match de All In l'année dernière, et il a tenu le rythme, et il a répondu là où on attendait à ce qu'il réponde, c'est-à-dire dans la bagarre, on s'attendait pas à un CM Punk technique. Comme je le disais dans le storytelling, McIntyre qui met le bracelet, CM Punk il le voit pas tout de suite, il est là, à un moment, Drew se dégage d'un tombé, que CM Punk intercepte directement en Anaconda Vice, et là il regarde le bras de McIntyre, qui est comme ça, avec le bracelet marqué Jelly et Larry.
CM Punk pète les plombs. Il lâche Drew McIntyre, il récupère le bracelet, il pète complètement les plombs. Sauf que il se fait attaquer, le bracelet tombe par terre, Seth Rollins le voit, au bout d'un moment il le prend, il le met sur lui. Mais c'est un tout petit détail. Si vous le voyez pas, c'est un tout petit détail de Seth Rollins qui met le bracelet pour pas qu'il se fasse casser. Il le met comme ça, il se dit voilà, ils casseront pas le bracelet. Parce que là, on est au moment où Seth Rollins, il est en mode je vais vraiment faire l'arbitre parce que ces deux-là ont vraiment des comptes à régler et je vais les laisser faire. Et c'est ce que je voulais parce que je voulais pas que Rollins devienne non plus le personnage principal de cette histoire. Fallait que les deux règlent leurs problèmes. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le rôle de Rollins dans ce match qui a parfaitement rempli son office. À un moment, il est comme ça, il est en train de regarder ce qui se passe et Punk il voit le bracelet, il vient embrouiller Seth Rollins. Et Rollins lui dit, il fait non, si je fais ça, frérot. C'est pour pas qu'il se casse ton bracelet, continue ton match, moi j'ai rien, je te le rends après. C'est parce qu'il était au milieu du ring, je voulais pas qu'il se casse ton bracelet. Me prends pas la tête. Et là, c'est là que ça va partir en couille, CM Punk il attrape Seth Rollins, GTS sur Seth Rollins, sauf que du coup pas concentré, il se fait avoir par Drew McIntyre, et 1, et 2, et 3. Parce qu'au début, Seth Rollins avait du mal à compter, il s'accroupissait doucement, il tapait doucement, il avait la flemme, etc. Mais à la fin, il comptait legit, et 1, et 2, et 3. Victoire de Drew McIntyre clean. Seth Rollins sort du ring sans trop réfléchir. McIntyre extrêmement vaniteux qui remet le bracelet de CM Punk, qui provoque CM Punk et qui s'en va. Il prend sa victoire. Dans sa tête, il en a terminé avec CM Punk, comme il a dit en conférence de presse. Le match était très bon, il a rempli son office. McIntyre peut passer à autre chose. On a Rollins qui s'est pris un GTS de CM Punk parce que CM Punk a eu la haine et encore une fois, pas forcément justifié de la part de CM Punk, il a laissé ses émotions l'emporter, typique CM Punk, mais du coup ça fonctionne dans le kayfabe. Le match était cool, il y a eu des spots cool, il y a eu des moments violents, j'ai beaucoup aimé Rollins dans son rôle, au début il comptait lentement, et puis au bout d'un moment, CM Punk se dégage de lui-même, McIntyre aussi, et Rollins il fait hey, je l'aime pas, mais il s'est dégagé tout seul, hein. Moi j'ai rien à voir avec ça, tu vois, genre moi je suis legit. Rollins qui est finalement a brillé au début, mais a su s'effacer au long du match. McIntyre qui domine Punk, c'est logique, McIntyre il est au sommet de son art, Punk ça fait un an il s'est pas battu dans un match comme ça, c'était logique que McIntyre allait molester CM Punk, c'était logique qu'il allait gagner. J'ai beaucoup aimé ce match, il y a beaucoup de controverses sur internet, les gens s'en plaignent, je sais pas trop pourquoi. On parle d'un CM Punk qui a 804 ans, qui a pas fait de match depuis un an contre un Drew McIntyre qui a un niveau jamais atteint de toute sa carrière, il est à son prime actuellement. Je comprends pas les critiques envers ce match, personnellement j'ai beaucoup aimé, les trois hommes ont rempli parfaitement leur rôle, et c'était un excellent divertissement. 6e match de la soirée, mon campeon Damian Priest, vous connaissez mon projet Damian Priest, qui défendait son titre contre Gunther, dans un des matchs que j'attendais le plus de la soirée. Et je vous le dis directement, c'est mon match de la soirée, et peut-être même plus, il peut s'installer dans mes matchs favoris de l'année. El Campeón défendait son titre contre le Ring General Gunther, mais malheureusement pour El Campeón, il échouera et perdra son titre. Mais comme annoncé plus tôt, Dominic Mysterio trahit Rhea Ripley, ça a été teasé avec des segments backstage. Finn Balor viendra coûter le titre à Damian Priest. Avant de commencer, les sponsors pendant les matchs, c'est pas mon problème, ça me dérange pas. Mais là, le sponsor était ignoble. Les couleurs allaient pas du tout. Le sponsor était ignoble. Ce match sans les sponsors, il a encore plus d'aura. On a un Damian Priest qui arrive donc avec une Rhea Ripley qui se fait trahir par Dominic Mysterio. Damian Priest toute la soirée essayait de retrouver Dominic Mysterio pour lui péter la gueule, ce qu'il a pas réussi, du coup il était pas à fond dans son match. Il arrive quand même déterminé face à Gunther, qui l'a quand même attaqué personnellement pendant des semaines, où il a évoqué le passé de sans-abri de Damian Priest en disant que ça restait qu'une ordure des rues, etc. Et pour autant, Gunther sort gagnant de ce match quand même. Donc il n'y a pas de morale dans cette histoire, mais les gentils ne gagnent pas toujours, hein, dans le catch, il n'y a pas toujours de la morale, hein, surtout avec Gunther. Mais quel match in-ring, quelle prestation, Damian, mais quel bonhomme. Là, on a un Gunther qu'on n'a jamais vu en difficulté comme ça. Il a connu des difficultés, mais comme ça, jamais. Là, Gunther comprend que maintenant, il est dans la main event picture. Même s'il gagne et il prend le titre, donc King Gunther est champion, comme Queen Naya est championne. Donc les gagnants du King of the Ring, maintenant, vrai message et vraie menace. Mais il a compris que là, il était dans une nouvelle catégorie, qui combattait avec les grands. Et qu'il n'allait pas avoir autant de facilité qu'il a pu avoir avec son titre de champion intercontinental, même s'il a déjà repris un titre poids lourd, littéralement en 5 matchs, le mec il est redevenu champion du monde poids lourd, c'est logique, c'est Gunther, mais quel match! Ah, les émotions, le build-up de cette rivalité était génial, le in-ring de ce match était génial, on a un Damian Priest combattant qui fait saigner Gunther avec des chops, c'était la bagarre, Gunther extrêmement déstabilisé comme on n'a pas l'habitude de le voir déstabilisé, et le storytelling. On a beau dire ce qu'on veut de Gunther, mais c'est un putain de storyteller aussi. Mais le storytelling de Damian Priest qui réussit à reprendre le dessus sur Gunther,
Il réussit à reprendre le dessus sur Gunther. South of Heaven. Tentative de tomber 1. Tentative de tomber 2. Tentative de tomber... Rebreak. Finn Balor met la jambe de Gunther dans les cordes. Damian allait gagner ce match clean. Enfin, sa victoire clean, elle était là. Finn Balor met la jambe de Gunther dans les cordes. Et là, il y a un replay. En gros plan. On voit le replay de l'action de Finn Balor qui met la jambe de Gunther dans les cordes. Le replay s'enlève et on a Damian de dos en train de regarder la VAR en haut comme ça. Et qui se tourne vers Finn Balor avec une haine. Une haine qu'on... J'en ai des frissons juste d'en parler. Qu'on a rarement vu dans les yeux de Damian Priest. Il veut aller attraper Finn Balor par le callback. Sleeper hold. Prise du sommeil sur Damian Priest qui s'endort. On se dit c'est terminé. Damian c'est terminé à cause de Finn Balor. J'ai des frissons juste d'en parler. La séquence est magnifique, c'est cinématographique. Ah, ça me fait kiffer. Il est en train de se faire étrangler comme ça. On a un Finn Balor qui est en dehors du ring un peu en mode... Je suis un fumier de salopard, je le sais. Mais là, alors qu'on croit que Damian est endormi, que l'arbitre est sur le point de sonner la cloche, Damian se réveille d'un élan de rage. Il tape sur le sol comme ça. Il se relève. Il se débarrasse de Gunther. Plutôt qu'en terminer avec Gunther, il se tourne vers Finn Balor. Il rampe sur le sol comme un animal. Il attrape Finn Balor à travers les cordes, par la gorge. Il le regarde avec le visage de la haine, genre de fou. Sauf que ça reste Gunther en face. Il rattrape Damian Priest. Il l'étrangle, il l'emmène au milieu du ring. Et il endort Damian. Nouveau champion Gunther. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que Damian Priest était en train de se faire molester dans le ring. À un moment, Gunther avait pris totalement l'ascendant. Damian Priest, il était au sol, il prenait ses coups. Mais dès qu'il prenait un coup, il se remettait à genoux. Il regardait Gunther, il faisait... Ouais, bah, continue. Il se prenait des coups. Il était KO. Pour autant, il était là. Continue. Enfin, j'étais fou. Damian, c'est mon projet depuis tellement longtemps. Vous savez comme j'aime ce mec et comme j'ai propagandé pour dire qu'à quel point ce mec allait devenir un très grand bonhomme. Beaucoup de gens doutaient de moi, beaucoup de gens doutaient de moi sur les streams Twitch, le lien est dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre, on se fait tous les weekly, et oui, il y a les images des weekly quand je les regarde, toutes les semaines, en rediffusion, les lendemains des shows américains 20h, je vous parle de Damian Priest et à quel point il sera un énorme champion, j'en parlais avant même qu'il soit Mr. Money in the Bank, avant même le JD, j'en parlais de Damian Priest, que ça allait être un grand monsieur, il nous l'a prouvé avec ce règne, et Damian Priest, ce personnage, c'est la famille. Je suis pas en train de m'égarer, je suis désolé, c'est les émotions. Il était acculé au sol. À un moment, Gunther arrive et met un big boot dans Finn Balor en dehors du ring à travers les cordes. Et ça a rendu fou Damian. Tu touches pas son frère, tu touches pas la famille. Tu touches pas la famille, Damian Priest. Y a rien de pire pour le rendre fou. Et là, il voit ça, il devient fou en plus, il devient fou. C'est ce qui lui donne le momentum nécessaire pour justement peut-être aller battre Gunther avant le Raw break. C'est-à-dire que Damian Priest... Son second souffle, il le récupère quand il voit son frère se faire taper. Mais c'est ce même frère qui lui coûtera son titre 2 minutes plus tard. Après que Dominic Mysterio, celui qu'il considérait justement comme son petit frère, qu'il voulait protéger, venait de trahir sa sœur, Rhea Ripley, Damian Priest a vu son monde s'écrouler en une soirée. Lui qui, comme il le disait, il voulait pas de l'aide du Judgment Day parce qu'il voulait prouver sa valeur seul, mais le Judgment Day avait besoin de lui parce que lui, il est là pour eux. Il voulait prouver que lui n'avait pas forcément besoin d'eux en tant que champion, mais quoi qu'il arrive, lui, il est là pour eux. Il est sincère avec eux. Mon plan Finn Balor travaille avec Liv Morgan depuis le début, c'est confirmé ce soir. J'attends de voir la suite. Ne mettez surtout pas de Jey Uso, s'il vous plaît. Cassez-vous, tirez-vous de là avec Jey Uso, j'en peux plus de ce mec. Je veux les Terror Twins, Rhea et Damian seuls, contre tous au pied du mur, sans titre, avec plus rien, qui se battent contre leur propre famille, avec le cœur brisé, parce que tous les autres, c'est des hypocrites, mais ces deux-là, ils étaient prêts à tout pour leur famille, quoi qu'il arrive. C'était peut-être pas les plus gentils, mais c'était les plus sincères. Damian n'est plus champion, mais je pense qu'il a fait fermer la bouche à tous ses détracteurs et tous les gens qui en doutaient. Il s'est imposé comme un main eventer incontestable, absolu, qui mérite tout ce qui lui arrive, de par son parcours de vie et de par son travail. Le meilleur règne depuis WrestleMania vient de prendre fin, peut-être même l'un des meilleurs règnes de ces dernières années, vient de prendre fin ce soir à SummerSlam. Damian Priest sort par la grande porte parce qu'en plus il ne perd pas clean, il perd de manière sale, donc il n'y a aucune honte, et en plus c'est contre Gunther. Damian Priest, gracias et campeón. Merci beaucoup. Dernier match de la soirée. Et étonnamment, c'est pas celui qui va me prendre le plus de temps à débriefer. Solo Sikoa, Cody Rhodes, pour le titre de champion de la WWE. Vous avez sûrement vu sur Twitter et sur TikTok et sur Twitch,
sur les différents podcasts auxquels j'ai pu être invité ces derniers temps, pourquoi je voulais que Solo Sikoa gagne ce match. Non pas pour que Solo ait le titre pendant longtemps, puisque la Bloodline n'a plus besoin des titres, mais juste pour créer des nuances dans cette histoire, pour que Solo Sikoa ait un argument contre Roman Reigns de moi, j'ai fait ce que toi t'as jamais réussi à faire, battre Cody Rhodes, puisque quand Roman a battu Cody Rhodes, c'était grâce à Solo Sikoa. Là, il aurait eu un vrai argument pour avoir un vrai combat de Tribal Chief. Les arguments de Solo de « j'ai ramené les titres dans la Bloodline et je fais ce que Roman Reigns n'a jamais su faire, donc je suis un Tribal Chief légitime contre Roman Reigns, oui mais sans moi Solo t'aurais jamais eu ces opportunités, c'est moi qui ai mis notre famille sur le toit du monde ». 2 clans internes à la Bloodline avec des vrais arguments où chaque membre de cette famille aurait pu rejoindre un clan pour créer une vraie Civil War et créer un vrai Wargame et un vrai affrontement entre les deux. Malheureusement, c'est pas ce qui a eu lieu, et tu faisais perdre le titre à Solo 3 semaines plus tard. Roman ne revenait pas à SummerSlam, Solo gagnait le match, Roman ne serait même pas intervenu tellement il partait du principe que Solo n'avait aucune chance de gagner, et pourtant il a gagné. Le Blood and Rules a un peu foutu le bordel par rapport à ça, soyons d'accord, mais Solo aurait gagné, Roman serait venu au bash pour faire perdre Solo lors de sa revanche contre Cody Rhodes, et là t'as enclenché cette histoire, t'as un Cody Rhodes qui perd le titre et qui peut se remettre en question, parce que personnellement, un politicien centriste, macroniste, qui ne prend jamais aucune position, qui manque de caractère et de personnalité, qui veut froisser absolument personne, et qui veut plaire à tout le monde, je déteste. C'est les gimmicks que je déteste, c'est les babyface typiques que je déteste, qui se font ouvrir pendant 80% de leur match et qui reviennent à la toute fin pour gagner. Moi, ça m'insupporte, ça me plaît pas. Je déteste la gimmick de Cody Rhodes, malgré son talent au micro, malgré son talent in-ring incroyable, malgré son charisme de fou, et malgré qu'il a les épaules pour avoir le titre de champion du monde. Et le titre de champion de la WWE, c'est pour ça que pour moi, faut pas lui enlever le titre. Mais que là, il pouvait le perdre quelques semaines pour créer des nuances dans son personnage avant de lui remettre le titre au bash et partir en rivalité contre Randy Orton. C'est pas ce qui s'est passé. Mais dans ce match-là, du coup, Solo Sikoa a dominé 80% du match. À partir du moment où Solo Sikoa est un peu en difficulté, il y a les Tangans qui interviennent. D'ailleurs, merci Tangaloa, hein, t'avais vraiment un move à faire dans le match et tu l'as botch, hein, quasiment. T'en avais 2, t'en as botch 1 sur les 2. Ils interviennent, du coup, Bloodline Rules, ils interviennent, ils tapent Cody Rhodes. Gros suspense, Kevin Owens qui vient aider. Waouh, et encore plus gros suspense, Randy Orton qui vient aider aussi. Moi, ça commence à me fatiguer, ça tourne en rond. Ok, ça fonctionne hein, organiquement, c'est crédible que ce soit Randy et Kevin qui viennent aider Cody Rhodes. Mais quand t'as Arn Anderson qui lui dit avant, t'inquiète pas, t'as toujours des alliés ici, tu t'attends à un truc un peu fun, bah... Kevin et Randy, hein, comme il y a 2 semaines. Oh là là, qui sera l'allié mystère de Cody Rhodes? Bah, Kevin Owens. Qui d'autre? Ça fonctionne, mais bon, ça manque de fun. Du coup, moi, le match m'a ennuyé, hein, je vais pas vous mentir. Solo Sikoa a dominé le match du début à la fin. Il nous a rappelé qu'il est réellement le Solo Sikoa de NXT, qui est un excellent catcheur, qui est exprès limité en main roster pour qu'il assume ce rôle d'imposteur. Mais si tu lui donnes carte blanche, Solo Sikoa, c'est 100 fois supérieur à ce que vous voyez là. On l'a un peu vu dans ce match-là, il domine Cody Rhodes. Bref, il y a des interventions dans tous les sens. Les 4 qui sont intervenus, donc les Tangans, Kevin et Randy, retournent au vestiaire. Jacob arrive, il détruit Randy, il détruit Cody Rhodes, mais... Comme ça. Il a tué Cody Rhodes dans tous les sens. Il lui fait un splash à travers la table. Et malheureusement, dans son splash à travers la table, in kayfabe, il se blesse, Jacob Fatou, puisqu'il a tellement mis d'intensité dans son splash qu'il peut pas se relever. Il s'est tué la jambe. Du coup, on se retrouve avec un Cody Rhodes et un Solo Sikoa au sol dans le ring. Et là... retentit la musique de Roman Reigns, celle de WrestleMania 40. Retour du roi Roman Reigns qui rentre sous une acclamation de la foule. Il arrive, nouveau t-shirt OTC Original Tribal Chief. Encore une fois, si vous voulez voir mes réactions en direct, le lien de mon TikTok dans la description. Il perd pas de temps, il s'en prend à Solo Sikoa, à Superman Punch. Spear avec le plus gros ouah que j'ai jamais entendu de ma vie. Il spear Solo Sikoa, il regarde Cody Rhodes et il se casse. Et là, tu comprends que Roman Reigns, il vient et que c'est personnel pour lui. Le titre, il s'en fout. Cody, il s'en fout. Il reviendra peut-être plus tard pour ça. En attendant, c'est la famille avant tout. Comme Damian Priest, c'est la famille avant tout. Il s'occupe de Solo Sikoa, il repart. Cody se lève, Crossroads sur Solo Sikoa, 1, 2, 3, victoire de Cody Rhodes. Roman Reigns est en fin de retour depuis le temps. SmackDown va devenir encore plus intéressant, ou même redevenir intéressant, comme diraient certains. Moi, il m'avait manqué, vous savez, tout l'amour que j'ai pour Roman Reigns. J'ai pas fait un tatouage Roman Reigns pour rien. Vous pouvez le voir ici. Hein, voilà. Voilà Roman Reigns. Voilà Roman Reigns, j'aime beaucoup trop ce mec. Il est déjà dans un Mont Rushmore à mes yeux. Le charisme, l'aura, la prestance de ce mec, elle surclasse tout ce qui se fait à la WWE aujourd'hui. Son absence s'est fait ressentir, il est en fin de retour. Mais pour quand même apporter une petite touche de critique, je m'attendais à ce que ce soit plus épique dans son retour, puisqu'au final,
On parle du retour de Roman Reigns, qui est le catcheur ultime de notre génération, qui est le gars numéro 1. In fine, c'est un retour ultra classique. Il rentre, il y a sa musique, il tape solo, il ressort. Je trouve qu'il manquait d'un petit truc. Le fait qu'ils utilisent la musique de WrestleMania 40, c'était épique à WrestleMania 40, mais c'est pas la musique de Roman Reigns, du coup j'aurais préféré la vraie musique de Roman Reigns. C'est parce que, tu vois, c'est Roman Reigns, je voulais que ce soit fou, tu vois, je voulais que ce soit le retour du siècle, le meilleur retour de tous les temps. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait pas touché Cody en mode je m'en branle de Cody. Je suis là pour Solo Sikoa. Quoi qu'il arrive, il est revenu. Je suis très heureux. Je suis impatient d'être vendredi. Ce SummerSlam était magnifique, il n'y a pas eu un mauvais match, un mauvais booking. Tout était bien. J'aurais aimé la prise de risque de Solo qui prenne le titre pendant 3 semaines et qui soit extrêmement vaniteux, mais vas-y, ils sont pas partis là-dessus, j'attends de voir la suite. Là, je vous avoue, je sais pas du tout Cody Rhodes qui l'attend derrière, peut-être Randy Orton, mais bon, là, je vous avoue, après ce match, Cody Rhodes m'intéresse encore moins que ce qu'il m'intéressait avant, c'est-à-dire c'était déjà proche de 0. Là, il m'intéresse plus du tout, je m'en fous de Cody Rhodes, mais au plus profond de mon âme maintenant. C'est le retour des hoodies et des pantalons cargo. Merci Roman Reigns d'être revenu, merci SummerSlam d'exister. Et bordel, il est de retour! J'espère que vous avez aimé ce petit débrief de SummerSlam, encore une fois dans un format classique. Je vais apporter des nouveaux formats avec le temps. Si vous me suivez sur Twitch, vous le savez, je vous en ai parlé. J'ai plein d'idées de vidéos YouTube et de formats que j'ai envie de mettre en place, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, du coup ça prend du temps. Beaucoup plus de temps que ce que je pensais. C'est pas du tout facile à mettre en place. Faut que je réussisse techniquement à mettre ça en place. Mais ça va arriver, vous inquiétez pas. De toute façon, on n'est pas pressé. On est là pour du long terme. On est là pour s'amuser sur le long terme. En attendant, j'espère que les petites reviews comme ça vous plaisent. Il y aura des petites vidéos qui vont arriver qui seront pas autant travaillées que ce que j'aimerais, mais quand même pour que vous ayez des choses à vous mettre sous la dent en plus des simples recaps de show, puisque c'est pas forcément ce que je trouve le plus intéressant à faire et le plus stimulant créativement. Mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé de SummerSlam en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre Twitch et TikTok, les liens sont dans la description. Merci de votre soutien, les amis. On a dépassé les 7000 followers sur Twitch. On est partenaire depuis plus d'un an maintenant. Depuis bientôt un an, pardon. Maintenant, on vient d'atteindre les 30 000 followers aujourd'hui sur TikTok, pendant ces TikTok SummerSlam. On espère bientôt les 1000 followers sur YouTube. Merci beaucoup à vous. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Vive le catch, vive SummerSlam. Vive la WWE, vive NXT, vive Roman Reigns. C'était trop bien. C'était trop bien. C'était trop bien. Hello et night, yeah.